Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Densetsu. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui car j'avais tout simplement envie de vous parler de la création des deux plus grandes promotions japonaises, historiquement parlant, on peut le dire, à savoir New Japan Pro Wrestling et All Japan Pro Wrestling. C'est un moment d'histoire pour moi qui est important à connaître, donc c'est pour ça que j'avais envie de changer un peu le style des Densetsu où je vous parlais surtout d'un catcheur. Je me suis dit aussi de vous parler des grands moments qui ont marqué l'histoire du catch japonais pouvait être très intéressant, et vous allez voir qu'à ce sujet sur la création de New Japan et de All Japan, elle est très liée, et en plus de ça c'est très intéressant pour voilà tout ce qui s'est passé depuis la création des deux promotions. Installez-vous tranquillement et c'est parti pour l'histoire et la création de New Japan Pro Wrestling et All Japan Pro Wrestling. Si je veux vous parler de la création des deux promotions mères du catch japonais, à savoir la All Japan et la New Japan, je suis bien sûr obligé de vous parler des deux créateurs de chaque promotion, à savoir pour New Japan Pro Wrestling, Antonio Inoki, et pour All Japan Pro Wrestling, Giant Baba. Antonio Inoki et Giant Baba sont deux jeunes sportifs, l'un fait du baseball, l'autre plutôt dans les sports de combat, et les deux sont dans la même classe du dojo de la JWA, et les deux sportifs ont été repérés tout simplement par la légende du catch japonais et l'un de ses créateurs, à savoir Rikidozan, qui voit en eux deux jeunes talents. Et même si Antonio Inoki a été repéré par Rikidozan, il faut savoir que c'est surtout Karl Gotch qui a entraîné, à ses débuts en tout cas, Antonio Inoki. Il a été quand même entraîné par Rikidozan, mais surtout par Karl Gotch, et vous le verrez, ça a une importance dans l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais par contre, pour Giant Baba, Rikidozan l'a entraîné dès le début et ça l'a suivi jusqu'à, on va dire, les 3 premières années de Giant Baba. Et donc malgré qu'ils ont commencé pratiquement en même temps, la même année en 1961, malgré ça, voilà, vous le verrez, c'est déjà une première différence entre les deux catcheurs. Et le premier point important, c'est que comme vous l'avez compris, ils ont été quand même entraînés, voilà, principalement quand même ensemble, hein. Ils ont commencé au même moment, en 61, dans la même classe de la JWA, la Japan Wrestling Association, qui était la grosse promotion des années 60. Les deux hommes ont appris clairement de deux façons différentes, et voilà, ça a vraiment une importance pour la création des deux promotions, que ça soit New Japan et All Japan. Giant Baba a été rapidement envoyé du côté des États-Unis car il était très impressionnant au point de vue de sa taille, et ça en a fait une force pour qu'il devienne un heel populaire, entre autres du côté de la WWF, du côté de New York bien sûr, où il a été en feud avec des Bruno Sammartino et ce genre de grands talents de l'époque. Alors que Antonio Inoki, lui pour ses débuts, était resté au Japon. Le 20 décembre 1963, leurs destins vont se croiser à nouveau car celui qui les a amenés au catch, savoir bien sûr Rikidozan, va se faire poignarder par un yakuza nommé Katsushi Murata le soir du 8 décembre. Alors que personnellement, et c'est un peu toujours ce qu'on m'a raconté, je croyais que l'histoire de l'assassinat de Rikidozan était une histoire d'argent entre Rikidozan et les Yakuza. Il faut être honnête que voilà, après plusieurs recherches, c'est clairement pas ça, hein. On est loin de tout ça, c'est un peu, j'imagine, un peu les envies qu'on a envie de se dire que Rikidozan traînait avec les Yakuza. Et d'après les rapports que j'ai vus, c'est une autre histoire, hein, il faut l'avouer, hein. Voilà, on peut dire que c'est un peu particulier comme fin de vie. Alors il faut savoir que ce que je vais vous raconter, ça a été donc dit entre autres par Rikidozan. Vous allez vous dire mais comment ça se fait, il a été poignardé et il a quand même raconté qu'est-ce qui s'était passé. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Et donc j'ai fait plusieurs recherches, ça a été toujours cette histoire là que j'ai vue. Donc peut-être qu'il y a d'autres histoires qui existent, mais en tout cas c'est celle qui est ressortie sur plusieurs sites, et d'après mes recherches c'est ce que j'ai pu voir sur la fin de vie de Rikidozan. Et donc Rikidozan prétend que Murata a marché sur sa chaussure, et donc Rikidozan a demandé des excuses. On était donc le soir du 8 décembre, on était dans une boîte de nuit du côté de Tokyo, et Murata a refusé de présenter ses excuses à Rikidozan, et donc les deux hommes ont commencé à se disputer au point que Rikidozan a commencé
voilà, qui était un vrai sportif et un vrai combattant, a commencé à porter un coup de poing au visage du Yakuza Murata. Les deux hommes sont partis au sol, Rikidozan a pris l'avantage et s'est mis au-dessus du Yakuza Katsushi Murata, et malheureusement pour Rikidozan, Murata a sorti un couteau et l'a poignardé une fois dans l'abdomen. Et dès qu'il y a eu le coup de couteau, Murata a pris la fuite et Rikidozan a été transporté à l'hôpital Sano, pas très loin du lieu de l'agression. Rikidozan se retrouve donc à l'hôpital et là, un médecin qui a jugé que la blessure de Rikidozan n'était pas si grave que ça. Alors oui, il avait pris un coup de couteau, mais ce n'était, selon lui en tout cas, pas mortel. Il a quand même conseillé à Rikidozan de se faire opérer, ce que Rikidozan a fait. L'opération est totalement réussie et donc Rikidozan va pouvoir rentrer chez lui tranquillement. Mais attention, Rikidozan n'était pas un homme voilà, qui écoutait tout le monde. Un jour, je vous raconterai l'histoire de Rikidozan qui était vraiment incroyable. Il va à l'encontre des médecins qui lui avaient dit qu'il ne fallait pas qu'il boive trop et qu'il mange trop parce que le temps que son corps s'habitue à l'opération, etc., etc. Et ben, Rikidozan, il en fait qu'à sa tête. Et le jour même, il va envoyer son assistant tout simplement au magasin pour acheter des sushis et du saké parce que voilà, après un bon coup de couteau, autant manger des bons sushis et boire du saké. Et Rikidozan, bah quoi de mieux qu'après un bon coup de couteau, bah il se prend une grosse minace, tout simplement à force de boire du saké. Et une semaine plus tard, eh ben il doit subir une nouvelle opération car malheureusement pour lui, à cause du saké, etc. qu'il a bu, bah ça a pas très bien cicatrisé et donc ça commence à être un peu compliqué pour lui niveau santé. Mais malheureusement pour Rikidozan, il va développer une péritonite et il meurt le 15 décembre 1963 vers environ 21h50. Il était âgé seulement de 39 ans. Donc comme vous l'avez compris, c'est vraiment une fin très con, parce que tout simplement s'il avait écouté ses médecins, Rikidozan il aurait vécu encore très longtemps et je pense même clairement que le visage du catch actuel aurait été totalement différent. Vous allez comprendre que la mort de Rikidozan, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, est très importante pour la création de New Japan et de All Japan Pro Wrestling. Les funérailles de Rikidozan ont lieu le 20 décembre 1963 où on y retrouve bien sûr ses deux élèves, Baba et Inoki, qui sont dans l'assistance. On le rappelle que Giant Baba était en excursion aux États-Unis, donc il est arrivé très rapidement, peu de temps après qu'il a su la mort de son professeur, il est arrivé des États-Unis vers le Japon. Après la mort de Rikidozan, la JWA envoie Antonio Inoki en excursion aux États-Unis pour se développer. Il revient au Japon en 1966, mais cette fois-ci, il revient pas du côté de la JWA, il va aller du côté de Tokyo Pro Wrestling. Alors il faut savoir que c'était des promotions qui étaient dans une sorte d'alliance, donc c'était un peu comme la NWA, on va dire. Donc c'était quand même des promotions qui étaient liées entre les deux, la JWA et la Tokyo Pro Wrestling. Et donc comme je vous l'ai dit, Baba lui va faire le chemin inverse, va être un peu à temps partiel, un peu aux États-Unis, un peu au Japon. Et en 1966, il rejoint la JWA pour être cette fois-ci en exclusivité du côté du Japon. Et cette même année de son retour au Japon, en 1966, en tout cas son retour exclusif au Japon, il va remporter pour la première fois de sa carrière la World Big League, qui est tout simplement le grand-père du G1 Climax et du Champions Carnival. Antonio Inoki revient pour JWA en fin d'année 1967 et crée l'équipe B.I. Cannon avec Giant Baba. Les deux élèves de Rikidozan au style différent et le futur du catch japonais ensemble pour la première fois. Ils vont dominer la division par équipe de la JWA de 1968 à 1971. Et ils deviendront 4 fois champions NWA International Tag Team. Et en plus de dominer la division par équipe, Giant Baba a été très mis en avant du côté de la division solo heavyweight. Il gagne la World League 1967-1968 qui fait qu'il a gagné 3 World League d'affilée. Mais en 1969, c'est Antonio Inoki qui va enfin remporter son premier tournoi et donc le 4 à la suite à Giant Baba. Bon, pas trop de... Voilà, Giant Baba n'est pas trop triste parce qu'il va remporter la World Big League de 1970, 71 et 72. Voilà, tout simplement. Et à ce moment-là, Giant Baba est celui qu'on considère comme l'ace de la compagnie. C'est lui qui fait vendre et c'est lui que les fans veulent voir dans les salles. Et Giant Baba, avec sa grande taille, est vraiment une très grosse attraction pour les chaînes de télévision qui commencent à diffuser le catch en 1954. Et c'est surtout la
chaîne de télé Nippon TV qui va s'y intéresser et qui va signer une sorte d'exclusivité où tout simplement tous les matchs solo de Giant Baba seront exclusivement diffusés sur cette chaîne télé. Mais vous vous en doutez, si je vous parle d'exclusivité, c'est qu'il y avait une autre chaîne qui diffusait du catch à ce moment-là. Et cette chaîne, c'est NET, qui est maintenant toujours en activité. Elle a changé de nom depuis, c'est TV Asahi. Et elle aussi diffuse du Puroresu. Et comme tout simplement, ils n'ont pas le droit de diffuser des matchs solo de Giant Baba, bah ils décident tout simplement de mettre en avant Antonio Inoki sur leur chaîne en tant qu'ace de la compagnie, en tant que superstar. Parce que voilà, les droits télé étaient tellement importants, c'était un grand moyen d'être diffusé. Ils avaient leur mot à dire sur le booking et qui on mettait en avant. Et comme Nippon TV a décidé de signer en exclusivité Giant Baba, et bien tout simplement NET a décidé de mettre en avant Antonio Inoki. En 1971, alors qu'il est très mécontent de son utilisation du côté de la JWA, Antonio Inoki essaye de prendre le contrôle de la promotion tout simplement. Il essaye de faire un push pour devenir la tête de la JWA. En même temps, il faut savoir qu'entre temps, l'équipe BI Canon entre Giant Baba et Antonio Inoki s'est séparée et ça a été vraiment un choix des deux de plus faire équipe ensemble. Ils commençaient à avoir un peu voilà des mentalités un peu différentes entre les deux et donc ils décident, voilà, Antonio Inoki à cette période-là d'essayer de prendre la place de Giant Baba et de faire un push. Et bien entendu, ça ne va pas passer et la JWA décide de virer directement Antonio Inoki. Et ça, c'est un point très important parce que sans ça, peut-être qu'on n'aurait jamais eu la plus grande promotion actuellement et peut-être historiquement parlant du Japon, à savoir la New Japan Pro Wrestling. Parce que après son départ en 1971, en fin d'année 1971, et ben le 13 janvier 1972, Antonio Inoki va créer la New Japan Pro Wrestling NJPW. Giant Baba est encore en contrat du côté de la JWA, mais en 1972, il décide de ne pas renouveler son contrat avec la JWA et de lui aussi créer sa propre promotion, un peu comme Inoki. Il va créer tout simplement la All Japan Pro Wrestling le 21 octobre 1972. Et donc il va décider de créer la All Japan Pro Wrestling et il va même partir avec les deux fils de Rikidozan, à savoir Mitsuo et Yoshihiro. Et le 21 octobre, le même jour que ma naissance, alors je suis pas né le 21 octobre 1972, mais je suis né un 21 octobre, il va y avoir tout simplement le tout premier show de la All Japan Pro Wrestling. Et vu que Nippon TV était tout simplement des adorateurs de Giant Baba et c'est lui qui faisait les audiences, et ben Giant Baba a dès le début de All Japan Pro Wrestling un deal TV avec Nippon TV qui va diffuser donc ce premier show de la All Japan Pro Wrestling le 21 octobre 1972. Donc c'est vraiment des très bons débuts pour Giant Baba et sa promotion. Antonio Inoki avait donc fait son premier show en début d'année 1972 et avait lui juste un deal télé avec bien sûr NET, vous l'avez compris, mais c'était une diffusion unique. Et donc il va profiter du départ de Giant Baba et puis également du fait que Nippon TV a signé un deal avec la All Japan Pro Wrestling pour signer un deal à plusieurs années, tout simplement avec la NET. Et donc on aura New Japan Pro Wrestling sur NET en exclusivité et All Japan Pro Wrestling sur Nippon TV en exclusivité. Et ça dès 1973. Et vous l'avez donc compris, tout est clair. On a deux chaînes télé, deux présidents, deux grandes stars, deux grands aces, deux styles différents. Tout le monde est gagnant, c'est parfait pour que ce soit les fans, les promoteurs, les catcheurs, etc. Après cette présentation un peu longue, je sais, mais c'est très important de vous présenter tout ça. Le seul lien qu'il y a entre Antonio Inoki et Giant Baba, c'est tout simplement qu'ils ont été partenaires en équipe et qu'ils ont été repérés par Rikidozan. Sinon, tout les sépare. Et ils ont vraiment une autre façon de voir le catch. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est vraiment deux manières de voir le catch et je vais vous expliquer tout ça. Inoki qui a une vision sportive du catch avec un côté réaliste avec le mélange de styles de combat, c'est sa manière de rendre attractif les combats, on essaye de vraiment faire en sorte et prouver que le catch c'est vrai. Il va inventer tout simplement un style de catch qu'on a appelé le Strong Style. Et pour faire simple, vous l'avez compris, le Strong Style c'est tout simplement un style de catch qui se veut réaliste. Donc le but du Strong Style, c'est de raconter une histoire avec tout simplement deux combattants qui se rencontrent. On n'essaye pas spécialement de faire du grand storytelling. Alors il y a du storytelling, mais on est vraiment dans le but de montrer que c'est des très gros combattants. Et vous allez le voir avec le style de Giant Baba
bah c'est pas tout à fait la même histoire. Et pour vous prouver ce que je dis, tout simplement le premier main event de la New Japan Pro Wrestling en 1972, c'est tout simplement un match 1 contre 1 entre Antonio Inoki et son mentor, Karl Gotch, dans le main event. Et là, clairement, quand tu comprends le côté strong style, bah oui, voilà, c'est Antonio Inoki, Karl Gotch, tout simplement en 1 contre 1. Ça, c'est strong style, ça. Et tandis que Giant Baba, eh ben, c'est une vision qui est totalement différente. Son style vient tout droit du style de son mentor, vous l'avez compris. Antonio Inoki, c'était Karl Gotch, et ben Giant Baba, c'était Rikidozan. Et ben Rikidozan avait créé un style de catch qu'on a appelé le King's Road. Alors on parle souvent du King's Road, surtout dans la période de Misawa, mais il faut savoir que le King's Road, bah, c'est tout simplement l'ADN de la All Japan Pro Wrestling. Et là où le strong style de Antonio Inoki se veut réaliste, et ben ici, dans le King's Road, on veut tout simplement faire du spectacle. Alors bien sûr, il y a un côté réaliste, parce que les catcheurs sont vraiment présentés également comme des combattants, mais ça fait partie du catch japonais. Mais là où c'est différent, c'est que à la différence du strong style, où c'est vraiment 2 combattants qui se rencontrent souvent dans des matchs qui sont pas si longs que ça. Il faut savoir que le premier main event de la New Japan Pro Wrestling a fait seulement 15 minutes. Et bien chez All Japan Pro Wrestling, on va faire des matchs qui sont généralement assez longs, environ entre 25 et 30 minutes pour les gros main events. Et également, on va utiliser quelque chose qui va faire participer le public, on va utiliser des heals. Et il faut le dire, j'ai regardé les cartes au début, bah chez New Japan, il n'y a pas vraiment de heals, c'est vraiment présenté comme un sport de combat. Et chez All Japan Pro Wrestling, eh ben, on va utiliser des heals et surtout des heals étrangers. Et voilà, alors ce n'était pas... Ça existait déjà du côté de la JWA. Il y a eu entre autres des catcheurs comme Karl Gotch bien sûr, ou encore Gorilla Monsoon. Mais pour les débuts de la All Japan Pro Wrestling, eh ben, c'est tout de suite très important. Et donc le heel, qui est souvent donc étranger, va faire face au face, qui lui est... Pour les 3 quarts, en tout cas au début de la promotion All Japan, on verra dans le futur, ça changera pas mal, mais en tout cas, il sera souvent lui japonais. Et puis dans le combat, on va essayer de faire du storytelling, on va raconter une histoire. On sait pertinemment du côté du King's Road que le catch c'est un spectacle, et donc on va faire le spectacle. On va faire une montée en puissance et faire une fin exaltante pour le bonheur du public. Et moi, pour vous parler rapidement de ma préférence, moi je suis clairement un fan de King's Road. Moi, mon catch que j'aime le plus, et encore même actuellement, et ben c'est tout simplement la All Japan Pro Wrestling. J'adore cette façon de raconter les combats, j'adore cette façon de faire du storytelling. Souvent c'est sur, on essaye d'attaquer la jambe, le bras, ou ça peut être autre chose. Il y a plein de façons de raconter une histoire dans le catch, et j'aime également vraiment l'utilisation des heals du côté de chez All Japan Pro Wrestling. On le verra que la New Japan a également utilisé ce coup là, mais c'était bien après la grosse période du début des 2 promotions. Mais moi, c'est vraiment, ma préférence va vers le King's Road. Alors le strong style en soi, j'aime ça, mais c'est pas vraiment un style de catch qui m'éclate beaucoup. Après ça, voilà, c'est tout simplement les goûts et les couleurs, hein, bien sûr. Et l'importance, donc vous l'avez compris, donc après ça, donc tout a roulé avec 2 styles différents, 2 chaînes télé différentes. Et ce qui est important, c'est il en reste quoi maintenant en 2024 de ces 2 grands styles? Qu'est-ce qui reste du strong style du côté de chez New Japan Pro Wrestling, et qu'est-ce qu'il reste du King's Road du côté de la All Japan Pro Wrestling? Et ben en 2024, All Japan Pro Wrestling continue encore et toujours dans ce style de King's Road. Les matchs de la All Japan roulent toujours de la même façon comme au début de la promotion en 1972. Et c'est vraiment la promotion où le catch a le moins bougé depuis le début de la création d'une promotion de catch. C'est fou quand même de se dire que cette promotion a déjà plus de 50 ans et qu'elle rend encore hommage au style que Giant Baba a voulu imposer. Il a pris le style de Rikidozan, et All Japan Pro Wrestling catch encore dans ce style là. Et pour vous, voilà, si vous n'avez pas écouté ou regardé mon entrevue que j'avais fait avec Aigle Blanc, qui était du côté de la All Japan Pro Wrestling en été 2023, où on raconte un peu son histoire et tout ça, vous le verrez. Lui, il parle également de ce style là. Il explique qu'au final, on est très dans un style old school, et que depuis 1972, la All Japan Pro Wrestling, ça n'a pas beaucoup bougé. Et c'est ce qui fait aussi que cette promotion, elle est totalement à l'encontre de ce qu'on a l'habitude de voir en 2024, parce que elle est dans un style qui ne plaît pas à tout le monde. Alors si elle était très très moderne dans les années 1970, 80, 90, et 2000, etc., c'est vrai que le King's Road, à la manière de la All Japan et dans la façon de comment c'est fait les matchs, bon voilà, c'est pas ce qui est très actuel, on va dire. Mais bon,
Voilà, c'est leur style et ils s'en tiennent. Et pour le moment, ça n'a jamais bougé depuis 50 ans. Et je ne vois pas comment ça pourrait bouger. On voit le président actuel de la All Japan qui essaye de faire des petits changements. Et dès qu'il y a des changements, bah, le public, il déteste ça. Donc voilà, la All Japan, c'est une niche. Ça plaît à une niche de fans dont j'en fais partie. Mais c'est vrai que c'est pas la promotion la plus... alors c'est très facile à comprendre, mais c'est pas la promotion qui va peut-être plaire au maximum de monde. Mais en tout cas, voilà, pour moi, c'est un style de catch et la All Japan actuelle, ben, elle est toujours dans ce style-là et moi, ça me plaît énormément. Mais par contre, du côté de New Japan Pro Wrestling et le Strong Style d'Inoki, eh ben voilà, on peut clairement pas dire que la New Japan d'Inoki ressemble à la New Japan actuelle. Et si All Japan n'a pas bougé depuis 50 ans, ben New Japan a quand même énormément changé. Alors, on y retrouve quand même de temps en temps et avec des catcheurs, des styles de catch qui ressemblent clairement à du Strong Style. Je pense comme ça même à ce qu'on a vu il y a justement ce week-end avec des catcheurs comme bien sûr Zack Sabre Jr, Bryan Danielson qui est venu et qui est clairement dans le style Strong Style. On le rappelle, hein, le Strong Style, c'est que ça se veut réaliste, on est clairement là-dedans et il y en a d'autres, hein, on le rappelle, il y a quand même eu un clan il n'y a pas si longtemps que ça qui s'est appelé Strong Style avec Minoru Suzuki, Ren Narita et El Desperado, mais ils ont également utilisé, voilà, donc ça c'était dans les années 90 pour contrer surtout voilà, la All Japan qui était vraiment la promotion numéro 1 dans les années 90 avec les Misawa, Kobashi, etc. Et ben ils ont utilisé les codes du Kings Road un peu à leur manière. On se rappelle bien sûr, ils ont utilisé les heels très forts comme des Vader, comme des Stan Hansen également, qui lui était après passé All Japan ou qui était passé avant, je ne sais plus exactement l'ordre, mais en tout cas voilà, il y a eu ça. Et puis il y a eu également la création de la NWO Japan, on a utilisé des heels américains. Alors il y avait Masahiro Shono et Keiji Muto qui faisaient partie de cette faction et Masa Saito également, mais voilà, il y avait l'utilisation des Américains pour faire les heals et là on est clairement dans un truc très Kings Road. Donc voilà, il y a eu ça. Et puis bien sûr là actuellement on voit que c'est encore dans cette façon de faire, hein, tout simplement avec le Bullet Club War Dogs qui sont les plus grands heals de New Japan Pro Wrestling. Peut-être House of Torture, mais ça c'est un peu différent. Voilà, c'est là qu'on voit que New Japan a quand même bougé et en fonction des années essaye des choses totalement différentes. Mais c'est vrai que quand on voit le Bullet Club War Dogs, bah, c'est le gros clan de heel qui domine, le gros clan de heel Gaijin étranger qui domine la promotion. Et donc c'est ça qui est intéressant, avec plein de styles de catch différents. Voilà, chez All Japan ça n'a jamais bougé. Chez New Japan on voit de la lucha libre, on voit du strong style, on voit du Kings Road, on voit du lucha resu, voilà. Enfin, on voit plein de styles de catch différents. C'est ce qui fait aussi que la New Japan Pro Wrestling est, je pense, actuellement la première promotion au Japon, parce que c'est la promotion où on en voit le plus et le plus de styles différents. C'est ce qui fait son intérêt, clairement. Et également, quelque chose qui a énormément changé par rapport au strong style du début des années 70, ben, les matchs sont clairement plus longs. On est parti dans des matchs très longs, où le but est clairement de faire du storytelling, de la montée en puissance, mais en même temps, ça se peut de temps en temps, alors c'est un peu moins le cas, mais c'est arrivé par le passé, il n'y a pas si longtemps que ça, que des matchs étaient traités strong style, très réalistes, et pour autant qui ont été très courts. Donc on retrouve quand même de temps en temps cet ADN strong style du côté de New Japan Pro Wrestling. Voilà, là j'ai pas le temps de vous parler de tout ça, ça fait déjà très longtemps que je vous parle, mais bien sûr il y a eu la tentative de Antonio Inoki dans les années 2000 de revenir à l'ADN strong style, parce qu'il avait été un peu oublié pour concurrencer la All Japan Pro Wrestling dans les années 90, même si ça reste quand même l'année 90 très strong style. Mais il y a la tentative de l'inokisme, bien sûr, où Antonio Inoki va décider d'envoyer ses meilleurs catcheurs du côté du Pride pour vraiment essayer de faire en sorte de prouver au public que ces catcheurs sont des vrais combattants, là où les catcheurs de la All Japan sont juste des mecs de spectacle. C'est un peu ça l'idée. Bon voilà, mais ça, un jour je reviendrai sur ça. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc voilà qui termine cette longue vidéo, ce long Densetsu. Mais c'était un vrai plaisir de vous parler de tout ça, parce que pour moi c'est très important, si on parle de l'histoire du catch japonais, de vous parler de la création de ces deux grandes promotions.
et qui clairement sont liés, hein, vous l'avez compris, sont très liés et qui sont dans l'idée de base très différentes. Et même actuellement, si vous regardez la All Japan Pro Wrestling, vous n'allez pas retrouver les mêmes codes que vous allez voir du côté de chez New Japan Pro Wrestling. Donc voilà. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien entendu à liker, partager et à commenter. Je compte sur vous, c'était un vrai plaisir de vous raconter tout ça. J'ai pris vraiment un grand plaisir de faire cette vidéo. Elle a été un peu beaucoup plus écrite que voilà en général pour les Densetsu, mais c'était un vrai plaisir en tout cas de faire cette vidéo sur la création de ces promotions qui ont maintenant plus de 50 ans, à savoir la All Japan Pro Wrestling et la New Japan Pro Wrestling. C'était Cody, comme on dit chez moi, Banzai, et surtout n'oubliez pas, on se retrouve très bientôt pour un prochain Densetsu. Ciao, soyez curieux.